né autre chose. Oui, le Conseil d'État français, puisque le nôtre n'est pas encore mis en place, et que nous empruntons au droit français les différents principes jurisprudentiels. Je précise que la jurisprudence, c'est l'ensemble des décisions cohérentes des tribunaux et cours de justice à propos d'une cause ou d'un thème juridique donné. Alors, l'arrêt de principe que nous connaissons tous, qui est l'arrêt du Conseil d'État dénommé arrêt Dame-Loiseau et Philippino, traite de la responsabilité médicale et hospitalière. Et cet arrêt nous dit des choses simples. Il dit qu'il y a deux sortes de responsabilités, celle de l'hôpital et celle du praticien. Donc, quand on parle de responsabilité hospitalière, c'est l'hôpital, et quand on parle de responsabilité médicale, c'est le praticien. Et il est dit que lorsqu'il s'agit de responsabilité de l'hôpital, donc de responsabilité hospitalière, on voudrait que ce soit une faute qui occasionne ou qui génère l'action en justice, et que cette faute-là, il suffit qu'elle soit toute simple. Soit que vous essayez de marcher et que le couloir il est humide, vous glissez, vous tombez, vous vous cassez une jambe, responsabilité hospitalière. Vous êtes mis sous un brancard et que l'un des brancardiers est un tout peu éméché parce qu'il a pris un verre d'alcool tout à l'heure, le brancard se renverse, vous tombez, vous cassez une dent, responsabilité hospitalière. Il se trouve que les murs ne sont pas très propres, il y a des toiles d'araignée et que vous êtes très sensible à la poussière ou à tout ce qui est particules dans l'air. Vous faites une réaction allergique, responsabilité hospitalière. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Mais lorsqu'il s'agit des responsabilités médicales, donc du fait du praticien, on voudrait que la responsabilité soit grave, soit certaine, donc soit lourde. C'était depuis 1935. Vous savez, depuis lors, les uns ou les autres sont beaucoup plus instruits, beaucoup plus exigeants. La santé est devenue chose capitale dans la vie des uns et des autres. Donc, par conséquent, on ne pouvait pas s'arrêter à une faute lourde du praticien parce qu'on se dit qu'il est suffisamment bien formé afin de pouvoir éviter les erreurs les plus classiques. Donc, du coup, la faute présumée suffit même pour que l'on puisse poursuivre le praticien. Même l'aléa médical, qui est le seul fait qu'on se dise que l'on vous soumet à un traitement thérapeutique et que ce traitement thérapeutique peut entraîner quelques risques. Lesquels risques ne sont pas forcément attachés à votre condition de santé. S'il survient que ces risques adviennent sans que le praticien ait commis une faute réelle, qu'importe, les dommages doivent être réparés par l'hôpital. Donc, l'on dit qu'il y a une responsabilité sans faute du fait de l'aléa médical. Et il y a la responsabilité in solidum, qui, elle, a été précisée dans un arrêt de la Cour du Conseil d'État de 2013, qui dit simplement ceci. Lorsque le praticien prescripteur vous prescrit un médicament ou alors une prothèse, s'il se souvient qu'il y a un défaut ou un vice au niveau de la chose prescrite, certes, le fabricant est responsable, mais lui-même, il est responsable parce qu'il a charge, oui, ce que vous donnez aux gens, aux uns aux autres pour se soigner, il faut veiller à ce que ce soit ce qui leur accorderait la guérison. Donc, prendre le soin de connaître le médicament, prendre le soin de connaître le produit qui est un produit chimique, de sorte qu'il ne pose pas plus de mal que prévu. Donc, vous comprenez que la responsabilité a vraiment évolué au point qu'on se rend compte que le patient est réellement protégé. C'est vrai qu'en Europe, on rencontre ces règles de droit et la pratique judiciaire nous permet de leur donner de la valeur et de leur sens. Cependant, en Afrique et surtout en Côte d'Ivoire, il y a presque une absence en termes de contentieux hospitalier, tout simplement parce que le praticien ne connaît pas, le malade ne connaît pas ses droits, ou alors il hésite à attaquer l'État. Parce que dans tous les cas, même lorsqu'il s'agit de responsabilité médicale et que c'est le médecin lui-même qui a commis une faute, il ne sert à rien de le poursuivre parce qu'il n'est vraiment pas solvable. Si vous demandez 100 millions de francs CFA parce que vous estimez que votre vie et votre santé valent autant que ce montant qui vient d'être évoqué, il est mieux de poursuivre l'hôpital parce que le médecin travaille sous le couvert de l'hôpital. Très bien. On a une question de M. Bachir qui nous appelle du Niger. Allô? Allô? Bonjour M. Bachir. Bonjour. Merci d'être avec nous, on vous écoute. Oui, c'est tout simplement pour vous encourager. Vraiment, je vous suis tous les jours. Merci. Merci beaucoup, okay. Merci de nous encourager. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous et à tous ceux qui nous suivent depuis Niamey et les autres villes du Niger. Merci encore. On poursuit juste le temps de préciser à nos téléspectateurs que le téléphone, il est ouvert, il est disponible pour des questions concernant le sujet dont nous parlons en ce moment avec M. Landry Couillot. Pour le numéro de téléphone de Maître Bomba ou des autres consultants, en fin d'émission, vous les aurez. Pour le moment, toutes vos questions, vous étiez nombreux à appeler hier. Je pense qu'aujourd'hui, on a un spécialiste qui est disposé à répondre à vos éventuelles interrogations. N'hésitez surtout pas. Alors, petite question également. Hier, les téléspectateurs se sont énormément plaints de l'accueil qu'on avait dans nos services publics, dans nos hôpitaux. Oui.
Alors, comme je l'ai dit, j'ai fait une distinction. Et c'est le fameux arrêt de la Cour de cassation de 1935, arrêt d'Amloiseau, qui dit qu'il y a la responsabilité hospitalière qui lui fait de l'organisation et du fonctionnement du centre, de l'établissement de santé. Si vous avez un établissement de santé qui est dans votre zone d'habitation, celui-ci est tenu d'abord d'assurer un service d'accueil et un service de réception. Veillez à ce que ce ne soit pas un risque pour vous de vous y rendre, parce que le cadre doit être accueillant, car la santé de l'individu dépend certes de la science du praticien, mais aussi de la conscience de celui-ci. Or, le praticien, quand j'évoque le praticien, je parle de tout le personnel qui intervient dans le centre médical. Donc vous dites qu'il doit être accueillant. Est-ce que ça commence déjà par l'état de la route qui mène à l'établissement en question? Ah, mais bien sûr, donc on va parler des responsabilités administratives étendues quant à la gestion des voies de circulation. D'accord, on y revient tout de suite. Monsieur Oulaté nous appelle de Port-Boué. Allô? Monsieur Oulaté? Oui, allô? Bonjour, monsieur Oulaté. Oui, bonjour, madame, c'est Oulaté. Oulaté, toutes mes confuses. On vous écoute. Bon, un malade arrive à l'hôpital. Oui. Le médecin, là, et le médecin ne s'occupe pas de lui. Le pays arrive, qui est responsable? D'accord. Et est-ce qu'on peut savoir, pour être plus précis, pourquoi est-ce que le médecin ne s'en occupe pas? Quelle est la raison que vous avez? C'est tout. Bon, d'accord, ok. On prend note. Donc, on va y répondre dans quelques instants. On vous laisse le temps de répondre déjà à la première question que je vous ai posée. Donc, l'état de la route qui mène à l'hôpital. D'abord, la route qui mène à l'hôpital, elle sous la responsabilité de l'administration publique. Soit c'est une route communale, donc c'est la mairie, soit c'est une route nationale, c'est le ministère de l'urbanisme, ou alors le district d'Abidjan. Je prends un exemple. Il est imposé à l'État ou à l'administration qui a charge de la gestion de la voie routière de veiller à ce que ce soit une voie praticable. Il ne faudrait pas qu'elle présente des dangers au point d'endommager les véhicules des uns et des autres ou à causer des accidents. S'il se trouve qu'on a des nids de poules ou des gîtes de renards, parce que souvent, les nids de poules sont des gîtes de renards. Parce qu'on imagine un malade qui est déjà mal en point. Qui a très mal en qui, point, et puis le véhicule va s'enfoncer dans cette crevasse et il va occasionner plus de dégâts. S'il se trouve que le mal s'empire, ou il y a une forte dégradation de la santé de notre malade du fait de cette action, parce qu'il faut avoir un lien de causalité, apporter la preuve que c'est parce que je suis passé là et que je ne pouvais passer ailleurs que mon mal s'est empiré, à ce moment, oui, on retient la responsabilité de l'administration. Ce serait super pour vous de pouvoir poursuivre l'administration quant à la gestion de la voie routière, de poursuivre encore l'administration publique au niveau des hôpitaux. Ça va vous faire un cumul en termes de responsabilités. Mais on ne le souhaite vraiment pas. On voudrait bien que nous ayons un pouvoir administratif qui est très regardant quant à la santé des uns et des autres. Pourquoi? Parce que conduire, utiliser, être usager de la voie routière a un impact sur votre santé, vous comprenez. Si vous avez une ville où il y a constamment des embouteillages du fait de la mauvaise gestion, de la régulation de la voie routière, soit il y a une absence d'agents, absence de feux tricolores qui sont endommagés depuis des lustres jamais réparés, ou alors qu'il y a une absence des agents de police qui sont chargés de la régulation de la voie routière, et qu'il se trouve que vous empruntez cette voie et que vous ne pouvez pas en faire autrement parce que c'est le trajet pour vous d'aller au travail, et qu'il y a un mal de dos récurrent, vous pouvez poursuivre l'administration parce que rien n'a été fait pour que vous évitiez de voir votre santé se dégrader. Vous me donnez des idées. Ah ben oui, attention. Ce qu'on oublie, c'est qu'il y a tous les textes qui existent en Côte d'Ivoire afin de protéger les uns et les autres. La première difficulté, c'est qu'on ne connaît pas les textes. La seconde chose, c'est que même lorsqu'on connaît les textes, on se dit, est-ce que ça vaut la peine de poursuivre l'État? Tout simplement parce que c'est l'État et que l'État, c'est difficile de pouvoir l'avoir. Finalement, l'État, c'est nous. On se dit, c'est nous poursuivre nous-mêmes. On y répond tout de suite après mademoiselle Linda qui nous appelle de Koumassi. Allô? Allô? Oui, bonjour mademoiselle Linda. Bonjour madame. Merci d'être avec nous, on vous écoute. Bonjour. Rebonjour, on vous écoute. Ouais, je voulais demander si quelqu'un va à l'hôpital. J'imagine que à une fois je suis allée à la pédiatrie avec mon enfant. Oui. Et l'enfant était gravement malade. Et personne n'a pris le temps de regarder l'enfant. L'enfant. Et il y avait plusieurs femmes comme ça qui étaient assises en train de demander une aide. Je me demande. Linda, pour bien comprendre, est-ce qu'on peut savoir pourquoi est-ce qu'on ne s'occupait pas de votre enfant? Le médecin était occupé? Il est occupé, mais il était occupé. D'abord, il disait qu'il était occupé. Mais d'autres personnes venaient, ils prenaient des dossiers et ils nous laissaient poireauter.
D'accord. Vous aviez un rendez-vous ou pas du tout? On est venu à l'urgence. C'était une Aux urgence urgences, pour d'accord. l'enfant. Ok. Très bien. Merci Linda. Le cas évoqué, cette espèce évoquée par mademoiselle Linda, si je ne me trompe pas, est un cas qui est très sensible. Les urgences dans les centres de santé sont des endroits où la question de la santé des uns et des autres est sensible, très sensible. Et c'est pourquoi est-ce qu'on y met les meilleurs des médecins et on évite d'être en sous-effectif. Vous comprenez? C'est pourquoi ce sont des urgences. Il s'agit de traiter en urgence des situations qui imposent d'être traitées en urgence. Donc, il y a comment je pourrais exprimer, c'est une priorité de pouvoir sauver des vies parce qu'elles sont en détresse. Un service hospitalier qui construit ou dédie une partie de son bâtiment aux urgences se donne les moyens d'avoir l'effectif compétent et l'effectif quantitatif afin de pouvoir pallier à toute éventualité. Aucune excuse ne peut être admise parce qu'il s'agit des urgences. Ou alors on ferme les urgences. Ce ne sont plus des urgences. Si on nous dit par exemple que c'est vrai, ce sont des urgences, mais on est en sous-effectif, alors pourquoi vous avez ouvert les urgences? Ou alors qu'il y a un défaut d'outillage parce qu'on n'a pas le matériel qu'il faut, mais dans ce cas, il faut fermer les urgences. Rien ne justifie cela. C'est vrai qu'on nous dit qu'en matière de droit médical, le praticien il est soumis à une obligation de moyens. Cependant, le centre hospitalier est soumis à une obligation de résultat quand il s'agit de son organisation et de son fonctionnement. Tout à fait. Alors, on revient à la question de M. Ouladé. Il demandait si un médecin ne s'occupe pas d'un patient qui décédait par la suite, où est-ce qu'on situe la responsabilité? Alors, si on se rend compte que c'est le retard dans la prise en charge du malade qui a occasionné sa mort, oui, on poursuit soit le médecin, si on se rend compte qu'il y a une faute qui est propre à lui, soit que celui-ci était beaucoup plus occupé à être sur son iPad en train d'échanger sur les réseaux sociaux, soit qu'il était occupé à pouvoir faire passer d'autres dossiers parce qu'il avait des dessous de table, oui, on le poursuit, il y a une faute spécifique à lui. Ça veut dire que l'hôpital ou bien le centre de santé présentait toutes les conditions possibles, les meilleures, afin que le patient soit pris en charge. Mais c'est par la faute du médecin, soit par négligence ou par dédain ou par déni de fonction médicale que le malade est tombé malade, est décédé. Ouais. Madame Kouadio, ton ligne, elle nous appelle de Yopougon. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour Madame Kouadio. Bonjour, madame. Merci d'être avec nous, on vous écoute. Ok. Bon, je voulais vous expliquer un cas. Oui. Bon, j'ai accouché en 2003. Oui. Et moi, en ce moment, j'avais 18 ans. Je ne connaissais rien à l'accouchement. J'ai accouché. L'enfant ne criait pas. Bon, on m'a mis de côté. Après, on m'a envoyé l'enfant. Elle était bleue. Elle était bleue? Bleue. D'accord. Bon, ce qu'elle s'était remis, tout ça. Bon, après, ça allait. Et puis, on est rentré à la maison. L'enfant s'est développé jusqu'en où l'enfant devait marcher à 10 ou 11 mois. Et puis, l'enfant a piqué une crise. Elle n'a pas pu marcher. Jusqu'on nous a emmenés à Beaunois. C'est arrivé à Beaunois, au centre au Yonce. Là, quand le médecin a pris le cadet de l'enfant, il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Depuis votre accouchement, vous devez être suivi. Parce que quand il regarde dans le tableau d'APGA, 1 minute après l'accouchement, le total de cris, de cardiaque était 4. 10 minutes après, c'était actif. Donc, ce n'était pas normal. La sage-femme devrait me dire, dès l'instant où j'avais accouché, l'enfant devrait être sous traitement. On n'a pas fait. Et aujourd'hui, ma fille a 11 ans, elle a un retard cyclomoteur. Donc, je ne sais pas à qui je vais aller m'adresser. Si je vais aller vers la sage-femme, elle ne va pas me redonner l'état de santé de mon enfant. Donc, je ne sais pas. Aujourd'hui, là, aller dans un hôpital, même vraiment, je suis découragée. On peut vous comprendre. Donc, là, merci beaucoup, Madame Kouadio, et puis beaucoup de courage. Merci beaucoup pour votre témoignage. La question, est-ce que là, il y a négligence de la part de la sage-femme qui a omis d'informer la mère, en l'occurrence Madame Kouadio, sur l'état de santé de son enfant qui nécessitait des soins particuliers? D'abord, est-ce qu'elle a omis ou bien est-ce qu'elle savait quoi faire? Ah ben oui. Une question peut se poser. Ah ben oui, parce que j'estime qu'en termes d'éthique médicale, si on a connaissance d'une telle situation aussi fragile, on aurait dû informer régulièrement la femme qui aurait pris toutes les dispositions pour un meilleur suivi de son enfant. La question réelle est de savoir si la sage-femme connaissait son travail. Est-ce qu'elle arrivait à faire un diagnostic qu'il fallait? Est-ce que, lorsqu'elle était face à cette situation,
Elle s'est dit, il faudrait que je puisse conduire cette femme-là vers un meilleur praticien, un meilleur technicien, un spécialiste et autres. Il y a un problème de formation du personnel médical. C'est très important. La formation, elle est mitigée et cela crée un problème de confiance. Si les usagers de santé ont un problème de confiance avec le personnel ou le corps médical, il va sans dire qu'il y aura constamment des conflits où des personnes vont voir leur santé ou leur vie être mise en danger parce qu'on n'a plus envie de se rendre à l'hôpital. Faute de diagnostic, erreur médicale, incompétence, tout ceci embriqué fait qu'aujourd'hui, les finances de ces établissements-là risquent de connaître un mal très important si désormais les citoyens décident de pouvoir se mettre à attaquer récurremment à l'État. Monsieur Yao est en ligne, il nous appelle de Gagnoa. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur Yao. Je voulais vous expliquer un cas que j'ai vécu aussi en 2003 comme madame Kwadjo, qui vient de parler. J'ai subi une opération de l'oreille à cette époque-là. Et disons que je pense même qu'à cette occasion, j'ai servi un peu de cobaye. Parce qu'il y avait des stagiaires et tout autour du professeur. Et l'opération s'est passée. Il s'agissait de remplacer mon tympan qui était perforé. Et ça s'est passé. Après, il y a l'un des stagiaires qui est venu me dire il y a une goutte de médicament qu'il fallait mettre 5 gouttes dedans, dans l'oreille. 15 gouttes. 5 gouttes. 5 gouttes. Voilà. Et c'est ce que j'ai commencé, chaque jour je devais le faire. 2 jours après, le tympan qui a été remplacé est tombé. Et le professeur est venu me demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as mis? Combien de gouttes tu as mis? J'ai dit, le médecin m'a dit de mettre 5. Il m'a dit non, que ça devait être une goutte. Et que c'est la raison pour laquelle le tympan n'a pas tenu. Voilà. Mais bon, j'étais dépassé par ce qu'il était en train de me dire. Parce qu'en principe, pour une telle chose, je pense que peut-être que c'est le professeur lui-même qui devait venir me donner l'information. Et celui que j'appelle médecin, en réalité, c'était un stagiaire. C'est un stagiaire qui est venu Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Est-ce qu'il fallait aller porter plainte et tout? Bon, j'ai laissé tomber. Donc, je dois reprendre l'opération. D'ici 2015, je dois reprendre l'opération, mais on ne sait jamais. Donc, je pose la question. Au cas où il y a un tel problème, qu'est-ce que je fais? Parce que de toute façon, je ne veux plus les poursuivre là. D'accord. Merci, monsieur. C'est vrai, il ne peut plus les poursuivre parce qu'il y a une prescription déjà de l'action de justice. Depuis 2003, en 2014. C'est 10 ans. 10 ans, la prescription, c'est terminé. Et j'allais vous poser la question pour Mme Kwadjo également. Il y a prescription également? Oui, il y a prescription. C'est fini. Maintenant, vous savez, on a la chance, ils ont de la chance de savoir qu'on est dans une démarche, un rapport avec la santé, un rapport avec l'être humain, qui fait qu'on est prêt à laisser tomber. En Europe, on ne laisse pas tomber. On ne laisse vraiment pas tomber. On poursuit jusqu'à ce que le praticien soit exclu de l'ordre médical et que le centre hospitalier puisse payer jusqu'à ce que ses caisses soient vides. À ce moment-là, on est beaucoup plus regardant. Quant au mode de fonctionnement, on ne laisse pas l'interne se permettre de donner quelques prescriptions lorsqu'il s'agit d'une intervention chirurgicale aussi délicate parce qu'il s'agit de l'oreille, du tympan, donc de sa capacité auditive. Être handicapé à ce niveau-là lui fait perdre beaucoup de choses. Quand on sait qu'on est en Afrique, on risque de perdre son emploi, on risque de perdre l'estime, on risque d'être limité dans ses actes de tous les jours. On ne peut pas se permettre d'abandonner le patient à quelques expertises ou tentatives de certains internes qui aimeraient bien voir s'ils comprennent bien le cours. Oui, mais je veux dire en même temps, c'est comme ça aussi que les internes font leur formation. Donc, quand il disait qu'il était cobaye, qu'il y avait beaucoup de stagiaires, déjà ce sont des internes, forcément, ils se forment comme ça. Mais on se forme en étant réellement encadré par le professeur, par le médecin titulaire. Allez-y ailleurs, nous avons eu la chance de nous faire soigner ailleurs qu'en Côte d'Ivoire, sous d'autres cieux. Lorsque vous avez affaire à un interne, celui-ci, avant de prendre une décision aussi grave, se retourne, va voir son supérieur. Vous comprenez? Et le supérieur intervient comme il le faut. Il y a une réelle attention qui est portée sur la personne parce qu'on veut préserver l'élément confiance. Si l'on perd la confiance au niveau de la santé, il n'y a vraiment plus rien. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, on se rend bien compte que la multiplication des erreurs médicales, des erreurs chirurgicales,
La multiplication de la défaillance au niveau de nos centres de santé quant à l'organisation, au fonctionnement, fait que les gens sont obligés de se livrer entre les mains de personnes qui sont des praticiens non confirmés et à faire de l'automédication. On se plaint de voir que le taux de mortalité s'aggrave, les gens meurent à tort et à travers dans tous les sens, même parce qu'ils se disent que je préfère mourir par mes propres mains que entre les mains de quelqu'un d'autre. Voilà. Et le problème se pose bien évidemment. Alors, plus que 5 minutes avant de mettre un point final à cette émission. Alors, aujourd'hui, nous autres usagers donc, de ces centres de santé, quel est notre recours quand on se retrouve face à une erreur médicale ou à une erreur de diagnostic? En tout cas, c'est la même chose. Quel est notre recours? Qu'est-ce qu'on fait? La première des choses, c'est que l'État de Côte d'Ivoire a tout intérêt, surtout l'Assemblée nationale, a introduit et a fait adopter une loi qu'on pourrait appeler la loi sur le droit des malades et la qualité du système de santé. Depuis 2002 en France, une pareille loi a été votée qui est appelée loi Kouchner, lui, ministre de la Santé à cette époque. Je crois que la nôtre peut introduire une loi pareille, ça ne fait rien, on regarde ce que les Blancs ont fait, on triche et puis on fait pareil. Ça va protéger les usagers de santé. Mais bien sûr, la loi sur le mariage, c'est ce qu'on a fait depuis 1964. Donc, ce n'est pas mauvais d'aller s'inspirer des autres tant qu'on peut apporter ou protéger la vie. Ça, c'est la première des choses. Pourquoi je le dis? Parce que pour ce qui est des règles concernant la protection des malades, ce sont des cadres jurisprudentiels. Qui d'entre les Ivoiriens aurait à chercher dans la jurisprudence actuelle de savoir qu'est-ce que la loi dit et dit pas? C'est difficile, donc il nous faut un texte unique dans lequel les droits des uns et des autres sont précisés. La seconde chose, c'est quoi? C'est de dire aux uns et aux autres qu'il faut arrêter cette démarche de genre je laisse tomber. Ça ne va jamais arranger les choses. C'est une sorte de, je dirais, défaitisme et de passivité qu'on a tous. On se dit, bon, après on connaît aussi, sans vouloir critiquer, et on se dit, la justice, ça met énormément de temps. Ça demande beaucoup d'argent, beaucoup de moyens pour les avocats et autres frais. Et on se dit, on n'est pas sûr d'avoir gain de cause à la fin. Donc, on se résigne un peu. Je comprends. Il y a la démarche judiciaire, mais il y a la démarche de presse dans laquelle on peut dénoncer. D'accord. On peut dénoncer. Certes, je n'ai pas les moyens, mais je peux dénoncer. Et quand je sais qu'en tant que praticien de droit, soit conseiller juridique ou avocat, nous sommes très opportunistes. Lorsque 2, 3, 4 personnes vont se mettre à dénoncer ce type de comportement-là, ces avocats, sans demander que provision soit constituée, voulant se faire un nom, vont venir saisir ces cas. J'ai lu dans la presse, il n'y a pas longtemps, un reportage sur un médecin qui abusait sexuellement de ses victimes. Ah ben oui. Ah ben oui. Là, j'ai été choquée, je me dis, on est au-delà de l'imaginable. Ben, absolument. Il y a tout et n'importe quoi qui se fait. Mais tant que l'on se tait, lorsque l'omerta règne, à ce moment-là, ne vous étonnez pas que le victimaire prospère et que la victime périsse. Nous disons, on peut changer la situation. En termes de développement humain, l'élément santé est un facteur essentiel afin que nous puissions savoir si nous sommes un pays développé ou pas. Le minimum pour nous, c'est qu'il y a des textes de loi qui nous protègent, il faut pouvoir les utiliser. Lorsqu'on se rend compte qu'on n'a pas les moyens de faire bouger la justice parce qu'on a un système judiciaire qui n'est réellement pas très bien adapté quant à ces genres de contentieux, parce qu'on est encore dans un système où il y a une uniformité du système juridictionnel, alors qu'en France, c'est bien séparé. Il y a un tribunal administratif jusqu'à une cour un conseil d'État, encore que le conseil d'État n'a pas encore été établi. On nous dit que c'est une question de finances. Mais nous disons que est-ce que 2 milliards, 3 milliards de francs CFA qui pourront être injectés chaque année au fonctionnement du conseil d'État valent autant que 100, 300 000 vies de citoyens ivoiriens dont on va requérir les voix à l'occasion des différentes élections. D'accord. Donc, ce que vous conseillez, c'est de se tourner vers la presse, en tout cas faire connaître ces cas-là. Il faut les faire et connaître. En parler, ça pourrait faire bouger les choses. Absolument. Une émission comme la vôtre, où il y a un grand débat, où on vient, on dit, certainement, on ne va pas citer les noms des personnes ou les centres hospitaliers, mais on dira que ça se passe et il faudrait bien sûr que l'État puisse réagir comme il se doit. Très bien. Merci beaucoup, M. Landry Couillot. Remercie. Merci pour votre disponibilité et puis vos explications. Vous êtes tellement éloquent qu'on prend toujours un grand plaisir à vous écouter. On a du mal même à vous arrêter. D'ailleurs, on va juste passer au dernier cocktail avant de dire merci également à Maître Bomba. Tout dernier cocktail, toujours avec la clémentine. Alors, le dernier cocktail avec la clémentine dénommé ici le daiquiri à la clémentine, comme le nom l'indique très bien. Alors, ce sera fait ici au shaker. On va utiliser 200 litres de rhum blanc, juste un trait de sucre de canne. Ici, la liqueur de la mandarine ou la liqueur de la clémentine, on va utiliser un centilitre. Le tout accompagné ici de notre jus à l'honneur. Le jus de clémentine, on va utiliser 4 centilitres. Voilà.
Ça se fait au shaker, il y a déjà des glaçons et on a une pincée ou juste un trait de jus de citron. Voilà. Et on frappe. Ok, on peut passer au verre. Ok, donc voilà notre cocktail. Daiquiri à la clémentine servi. Daiquiri clémentine, c'est le nom de ce troisième cocktail qu'on va déguster dans quelques instants. Il est fait de rhum blanc, de jus de clémentine, de jus de citron, de sucre de canne et de liqueur de clémentine. Merci madame, monsieur. C'était le dernier cocktail de cette journée. J'espère que vous avez apprécié cette émission. On va dire merci encore une fois à Maître Bomba. Merci également à monsieur Landry Couillot. Merci à monsieur Nda. Monsieur Nda, numéro de téléphone 07 61 16 95. 05 88 59 05. 09 76 93 73. Merci. Merci également à toutes les équipes qui ont participé à la réalisation de cette émission avec à sa tête Patricia Yeo. On vous rappelle juste que demain à partir de 17 h sur RTI2, vous avez rendez-vous avec Christelle Cassi et son magazine Bouillant. C'est samedi sur la 2. Elle recevra Soum Junior, journaliste émérite, qu'on ne présente plus pour faire l'état de la presse people en Côte d'Ivoire. Et le chanteur Nestor David sera son invité en seconde partie d'émission. Bonne humeur et détente au rendez-vous. Soyez surtout présents. On va se quitter sur ces notes. Donc, merci encore une fois pour votre fidélité. Restez sur RTI2, nos programmes continuent. Merci.